Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons évidemment parler de la situation à Gaza, nous allons parler de la nouvelle cure d'austérité sans précédent qui est annoncée par le gouvernement, on va parler de nos victoires de la semaine et de la tentative de répression d'Emmanuel Macron sur toutes celles et ceux qui critiquent sa politique, et puis on terminera par un film que je vous invite à voir qui sort le 1er mai, générique. Alors pour commencer, évidemment, je veux parler de la situation internationale qui continue de prédominer l'actualité politique. Partout a été titré que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou était en train de retirer ses troupes de Ranonès comme si c'était une bonne nouvelle et en quelque sorte une désescalade dans le génocide qui est en cours actuellement sur le peuple palestinien. Mais il faut voir que ce retrait des troupes de Ranonès dans la bande de Gaza se fait avec des annonces de Benjamin Netanyahou qui ne cesse de dire qu'il retire les troupes pour mieux préparer l'offensive sur Rafah où, je le rappelle, il y a toujours 1,5 million de Palestiniens qui sont bloqués sans eau, sans nourriture, sans électricité, et avec une date même d'offensive qui se préparait. Donc c'est une très mauvaise nouvelle qui entraînerait une nouvelle étape encore dans le génocide qui est en cours. Alors vous avez vu, pour la France, Emmanuel Macron a fait une tribune avec le président égyptien et le roi jordanien pour demander un cessez-le-feu. Alors, c'est bien de faire une tribune pour demander le cessez-le-feu, 6 mois après que les bombes ne cessent de pleuvoir sur Gaza, alors que la colonisation continue notamment en Cisjordanie. Mais le problème, c'est que les actes ne suivent pas. C'est bien de poser des mots, mais les actes derrière ne les suivent pas. Pourquoi? D'abord parce que nous n'avons eu aucune réponse au courrier que j'ai envoyé avec 114 parlementaires pour exiger la fin et l'interdiction des ventes d'armes au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et ça commence par acter ça, c'est-à-dire respecter le droit international et faire en sorte que Macron ne rende pas la France complice d'un génocide qui est en cours sur le peuple palestinien. Donc aucune réponse et aucun acte sur la question des ventes d'armes. De même, Emmanuel Macron refuse toujours d'agir au niveau de l'Union européenne pour que s'arrête, ce qui a été demandé maintes fois par la délégation insoumise, pour que s'arrête l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël, qui est donc un accord économique et qui serait une manière de sanctionner Israël, qui ne respecte pas les mesures conservatrices qui avaient été édictées à son endroit par la Cour internationale de justice. De même, alors qu'Emmanuel Macron a dit plusieurs fois que ce n'était pas un tabou, il n'a toujours pas reconnu l'État de Palestine. Je rappelle que 138 pays dans le monde l'ont d'ores et déjà fait. Et enfin, c'est très bien de faire une tribune avec un président égyptien et le roi jordanien, mais il se trouve que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU et que la France n'a toujours pas déposé en son nom une résolution pour un cessez-le-feu permanent. Vous savez, il y avait eu un vote pour un cessez-le-feu pour 2 semaines qui n'a malheureusement pas été respecté. La France n'a même pas essayé de faire en sorte d'avoir un vote favorable pour un cessez-le-feu permanent. Alors Emmanuel Macron est en train de faire des petites pubs sur Twitter et autres pour montrer des avions français qui envoient à la fois des vivres et des médicaments sur la bande de Gaza pour contrer le blocus illégal qui est fait, le blocus total qui est fait par Netanyahou sur la bande de Gaza. C'est très bien que la France aide là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais la France a les moyens d'agir pour arrêter le bain de sang qui accourt sur le peuple palestinien, et c'est ce qu'on lui demande. Et alors la seule bonne nouvelle dans ce que nous voyons depuis maintenant 6 mois et les images terrifiantes qui nous arrivent de Gaza et de Palestine, la seule bonne nouvelle, d'abord, c'est que il y a eu une requête pour l'adhésion des Palestiniens à l'Organisation des Nations Unies, ce que nous avions déposé comme groupe parlementaire, comme résolution à l'Assemblée nationale, et que cette requête devrait être examinée d'ici à fin avril, donc avec une réponse du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle pour la paix, sachant que là aussi Emmanuel Macron pourrait déposer une résolution directement pour qu'il n'y ait pas juste une requête, mais une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'est la première des choses. La deuxième bonne nouvelle qui nous invite à continuer plus que jamais nos efforts pour la paix, c'est
que Netanyahou est de plus en plus isolé, évidemment à l'international avec l'ensemble des peuples du monde qui manifestent contre Netanyahou, mais aussi son propre peuple israélien qui manifeste en masse contre Netanyahou et pour le départ de Netanyahou, notamment les familles des otages qui eux-mêmes manifestent contre Netanyahou. Donc on a un isolement de plus en plus grand et il faut qu'on arrive à le faire craquer parce qu'il est impensable que le monde continue de regarder le génocide en cours sans rien faire, d'autant que nous avions dimanche les 30 ans du début du génocide rwandais avec 1 million de personnes qui ont été tuées lors de ce génocide et que ce que doit se rappeler la communauté internationale à un moment où nous commémorons à la fois les victimes évidemment et un hommage aux victimes du génocide au Rwanda, eh bien, c'est aussi se rappeler, c'est ce que a fait l'ONU avec une campagne prévention des génocides, qui rappelle que la communauté internationale a le devoir d'agir contre les génocides. Donc, on continue plus que jamais de se mobiliser, de continuer à isoler Netanyahou et il faut que Emmanuel Macron pose des actes, c'est ce que nous continuerons d'exiger dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Et évidemment, le seul bulletin pour la paix qui n'a eu de cesse, non pas 6 mois après, mais depuis le premier jour d'appeler à un cessez-le-feu, c'est le bulletin le 9 juin, celui de l'Union populaire avec la liste menée par Manon Aubry. Ensuite, je voulais vous parler d'une annonce qui a été faite cette semaine, qui est une annonce dévastatrice pour le pays et qui annonce bien ce que le gouvernement entend faire après les élections européennes. Alors, pour bien comprendre, la Commission européenne impose une règle absurde qui est la règle de 3% de déficit. Cette règle, et ça a été dit y compris par ceux qui l'ont inventée, a été inventée sur un coin de table, sans aucune objectivité, juste sur un coin de table, on se dit bah, c'est bien d'avoir 3% de déficit. Ça ne correspond absolument à rien. Et donc, depuis des années, le traité budgétaire qui avait été signé par Sarkozy, puis soutenu par François Hollande, eh bien, ce traité budgétaire impose l'austérité partout en Europe et empêche qu'il y ait des investissements, notamment dans les services publics ou dans la bifurcation écologique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors, Macron a confirmé qu'il voulait 2,9% de déficit en 2027. Ça veut dire respecter les règles européennes sous les 3% de déficit. Je rappelle que ces règles n'avaient pas du tout été respectées pendant le Covid et que ça avait posé aucun problème de ne pas les respecter à ce moment-là pour répondre aux besoins de santé des différents peuples en Europe. Alors, je vous refais le récapitulatif pour que tout le monde comprenne bien. Dans le budget 2024 qui a été discuté en fin d'année 2023, dans le budget 2024, ils avaient déjà fait 16 milliards d'économies. Ce budget n'a pas été voté puisqu'il est passé de force par 49.3 et déjà à l'époque, nous avions dit qu'ils avaient menti sur les prévisions de déficit qu'ils disaient. On a eu la confirmation depuis qu'ils ont bien menti sur les prévisions de déficit et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Du coup, ils agitent la peur de la dette et ils disent c'est horrible, il faut faire 10 milliards d'annulations de crédit. Ce qu'ils ont fait, donc ils ont fait déjà 10 milliards d'annulations de crédit avec 0 seconde de débat à l'Assemblée et donc ils ont supprimé 1 milliard sur la rénovation énergétique, 692 millions d'euros pour l'école, 900 millions en moins pour l'université et la recherche, 1,1 milliard en moins sur l'emploi et le travail et évidemment à chaque fois c'est des postes dans les services publics qui disparaissent, c'est de l'investissement qui disparaît et donc c'est le grand nombre qui paye. Ça c'est la première des choses. Eh bien, cette semaine, ils ont annoncé qu'ils devaient faire de nouveau 10 milliards d'économies et donc ils allaient de nouveau annuler 10 milliards de crédits sur le budget qui comptait déjà 16 milliards d'économies, tout en annonçant qu'ils feraient encore 20 milliards d'économies pour le budget 2025. Ça veut dire une austérité sans précédent dans le pays. Ça veut dire qu'en moins de 2 ans, ils veulent faire 60 milliards d'euros d'économies. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a un problème? Et ça, ce n'est pas nous, Insoumis, qui le disons, c'est l'INSEE qui le dit lui-même. Il dit, en fait, les prévisions de déficit, elles sont pas justes parce que, non pas on a eu une augmentation des dépenses, mais parce qu'on a eu une baisse de recettes. Et on estime que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, il y a eu 50 milliards d'euros dont a été privé l'État pour les cadeaux faits aux plus riches. C'est la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est la flat tax et beaucoup d'autres cadeaux qui ont été faits, les aides aux grandes entreprises sans aucune conditionnalité. Donc, 50 milliards d'euros chaque année. Eh bien maintenant, ces 50 milliards d'euros qu'ils ont offerts aux plus riches, ça a très bien fonctionné, hein. Forbes a fait son rapport qu'il fait chaque année en fin de semaine dernière.
l'homme le plus riche du monde est français, la femme la plus riche du monde est française, il y a une augmentation sans précédent des milliardaires, et il se trouve que contrairement à ceux qui disent sur le mérite, vous savez, ces gens qui auraient gagné par eux-mêmes leur argent, tous les milliardaires, sans exception de moins de 30 ans, ne le sont pas du tout à cause de leur travail, mais par des héritages, ce qui est, là aussi, la chose la plus injuste. Donc il n'y a aucun mérite là-dedans, si ce n'est juste des cadeaux qui sont faits aux plus riches à chaque fois. Donc, ils ont offert 50 milliards d'euros par an depuis 2017 aux plus riches. Et maintenant, ces 50 milliards d'euros qu'ils veulent récupérer, ils les demandent à qui? Aux chômeurs. C'est la réforme de l'assurance chômage qu'ils veulent faire. Alors que, là encore, je le rappelle, les chômeurs ne sont pas responsables de leur situation. C'est parce qu'il y a une pénurie d'emploi qu'il y a des personnes privées d'emploi. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur les malades, donc c'est pour ça qu'ils ont déjà augmenté par 2 la franchise médicale sur les médicaments. Vous payez plus cher vos médicaments. Ils sont en train de penser à augmenter les jours de carence, comme si les gens faisaient exprès d'être malades et donc il ne fallait pas les payer pendant les premiers jours où ils étaient en arrêt maladie. Et puis là, ils inventent un truc qui s'appelle la taxe lapin, comme si vous posiez un lapin à votre médecin. Voilà. Heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que la taxe lapin, qu'est-ce que c'est? C'est si vous ratez un rendez-vous médical et que vous n'avez pas prévenu 24 heures avant, alors vous paierez 5 € pour avoir raté le rendez-vous médical. C'est absurde. D'abord parce que il y a, selon les syndicats, 6 millions de rendez-vous qui sont manqués ou avec des gens qui ne viennent pas. Pendant qu'il y a 50 millions de rendez-vous médicaux non pourvus parce que les gens n'ont pas accès à un médecin. Donc le vrai problème sur la santé, c'est celui-ci, au point que un Français sur 4 a déjà renoncé à se soigner et que cette proportion augmente dans notre pays, dans la 7e puissance économique au monde. Et puis, la deuxième chose, c'est que là où c'est ridicule, c'est que vous ne ratez pas un rendez-vous de médecin pour le plaisir. D'ailleurs, vous ne prenez pas un rendez-vous chez le médecin pour le plaisir. Vous le ratez parce que d'un coup, il faut garder un enfant. On vous a changé vos horaires de travail au dernier moment. Bon, bref, pour plein de choses qui font que, eh bien, encore une fois, on essaye de culpabiliser les gens et de récupérer les cadeaux faits aux plus riches sur le grand nombre et le peuple. Je vous ai déjà parlé de la TVA sociale qui compte faire. C'est écrit dans le livre de Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie depuis 2017. Donc, qui là aussi ferait payer tout le monde, puisque la TVA est injuste. Que vous soyez milliardaire ou que vous soyez au RSA, votre TVA, quand vous allez acheter, je sais pas, un paquet de céréales, est exactement la même. Donc, ça en fait l'impôt le plus injuste et c'est une attaque très forte au modèle de la sécurité sociale. Et puis là, ils ont trouvé une autre idée. Vraiment, c'est le concours l'épine des horreurs. Alors, vous avez le président du groupe Renaissance, qui est Sylvain Maillard, qui lui a proposé de geler pendant 1 an ou 2 ans à la fois les pensions de retraite, donc ce que vous percevez comme retraité, et puis les allocations et les prestations sociales, donc ça va être les allocations familiales, le RSA et beaucoup d'autres choses, donc où on les gèle, c'est-à-dire ils ne suivront plus du tout l'inflation, alors que l'inflation est quand même galopante depuis 2 ans, et comme ça on récupère des milliards sur la poche, là vraiment des plus précaires. Et ensuite, vous aviez M. Guérini, qui est ministre de la transformation de la fonction publique, qui lui propose aussi que on s'attaque au statut des fonctionnaires, et notamment au fait que les fonctionnaires ont une garantie d'emploi, ils appellent ça l'emploi à vie, mais une garantie d'emploi, et en proposant qu'il n'y ait plus les différentes catégories de fonctionnaires, mais qu'il y ait une rémunération au mérite des fonctionnaires. Alors ça, c'est une attaque sans précédent aussi sur le statut de fonctionnaire. Je rappelle pourquoi est-ce que les fonctionnaires ont une garantie d'emploi. Ils ont une garantie d'emploi parce que les fonctionnaires assurent la continuité des services de l'État et l'égalité des citoyens devant la République et notamment devant les services publics. Et que s'ils ont une garantie d'emploi, c'est notamment pour qu'on évite qu'il y ait un politique qui arrive et qui dise « toi, t'es pas de ma couleur politique, toi, tu demandes des choses pour des gens, tu demandes des moyens, hop, tu dégages ». Et donc, c'est pour faire en sorte que les fonctionnaires aient une indépendance, qu'ils ont cette garantie d'emploi, d'autant que les fonctionnaires font un travail au service de l'intérêt général, parce que quand on parle des fonctionnaires, on parle de l'hôpital public, on parle de l'éducation nationale, on parle, bref, des travailleurs sociaux, on parle de toutes celles et ceux qui tiennent ce pays debout. Donc, ce qu'ils sont en train de faire est un racket généralisé. En gros, ils ont fait depuis 2017 des cadeaux aux plus riches, ça crée un désastre et ça a augmenté la dette qu'ils ont eux-mêmes creusé. Et puis maintenant, on vous explique, horrible, il y a de la dette et donc il faut que vous payiez et vous allez payer très cher après les élections européennes puisque tout est déjà sur la table et ils ont déjà dit ce qu'ils allaient faire pour les 3 prochaines années. Donc,
Si on veut les arrêter, la seule élection nationale qu'il y a entre 2022, la réélection de Macron, et 2027, la prochaine élection présidentielle, eh bien, c'est l'élection européenne. Et c'est notamment avec le bulletin de vote Manon Aubry qu'on arrête et qu'on stoppe le racket social qui veut être fait aux gens, parce qu'il est hors de question qu'on paye les cadeaux faits aux plus riches. D'autant que je veux vous alerter sur un point, c'est que en faisant une austérité sans précédent, comme ils ont déjà commencé, comme ils l'annoncent encore pire, eh bien, ils font courir un risque de récession sur notre pays. Je vous explique. Quand il y a moins d'emplois publics, qui sont ceux qui ramènent le plus de cotisations, plus les gens ont moins d'argent puisqu'ils refusent l'augmentation des salaires, ils appauvrissent l'ensemble de la population, et puis maintenant, ils vont s'attaquer aux retraités, aux gens qui touchent des prestations sociales, etc. Quand vous avez moins d'argent, forcément vous consommez moins, et je ne parle même pas du malheur social que ça crée sur les gens en termes de gens qui ont faim, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'ont plus une éducation et une santé de qualité, etc., etc. Là, je parle sur l'aspect du pays global. Eh bien, quand la consommation populaire s'arrête, voire régresse, ce qui se passe depuis maintenant quasiment un an, sur lequel il y a des alertes pour dire que la consommation populaire est au plus bas depuis au moins 33 ans, eh bien, c'est tout le tissu économique du pays, c'est-à-dire les TPE, les PME, qui font 90% du tissu économique de la France, qui n'ont plus de carnet de commandes et donc qui mettent la clé sous la porte. Donc, en faisant cela, non seulement ils créent un monde de malheur pour tout le monde, mais en plus de ça, ils nous font courir le risque d'une récession plus grande, où ensuite on va vous demander de nouveau de devoir faire des efforts. Il faut refuser cela, et je vous invite à regarder l'excellente note qu'a fait la Boétie sur la question de la dette et de la TVA sociale pour vous montrer que non, il n'y a pas de problème de dette dans ce pays. Nous sommes le 7e pays le plus riche au monde et nous pouvons faire en sorte d'investir massivement dans les services publics, d'investir massivement dans la bifurcation écologique et solidaire, bref, de faire en sorte que tout le monde vive bien. Il suffit d'aller chercher l'argent dans les bonnes poches et notamment dans les poches des plus riches. En tout cas, c'est ce que nous, on fera. Et puis, je voulais continuer sur quelque chose d'un peu plus joyeux, qui sont les victoires que nous avons obtenues cette semaine. Parce que cette semaine, on a eu pas mal de victoires. D'abord, alors ça va vous paraître un peu technique, mais vous savez, il y a la loi d'orientation agricole qui doit arriver à l'Assemblée. La loi d'orientation agricole, ils l'ont déjà repoussée plusieurs fois, notamment du fait du mouvement de colère des paysans et des agriculteurs en France, mais partout en Europe, sur la question du revenu. Et là, ils nous ont présenté une loi d'orientation agricole sur lequel il n'y a absolument rien sur le revenu, rien sur le protectionnisme et notamment la question des libres-échanges pour protéger les agriculteurs d'une concurrence déloyale. Mais par contre, il y a des choses du genre permettre à des classes de pouvoir visiter des fermes, donc comme si c'était ça qu'allait sauver le modèle agricole. Ils proposent des choses pour multiplier les méga-bassines qui sont faites, vous savez, qui captent l'eau au profit d'un tout petit nombre d'agriculteurs et au détriment du grand nombre des paysans de ce pays. Bref, donc c'est une loi qui, encore une fois, favorise l'agrobusiness plutôt que le modèle familial d'agriculture. Eh bien, on a soulevé avec les chefs de file de la loi d'orientation agricole le fait que l'étude d'impact, vous savez, quand il y a une loi, il y a toujours une étude d'impact qui est censée éclairer les législateurs et les parlementaires. Eh bien, cette étude d'impact, elle est insincère et elle n'est pas complète. Or, c'est dans la Constitution, quand on fait une loi, on doit savoir quelles conséquences ça a ce qu'on vote. Donc, c'est pas juste quelque chose d'anodin, c'est une exigence démocratique. Donc, on a soulevé l'insincérité de l'étude d'impact. Eh bien, et c'est un fait extrêmement rare, je crois que c'est arrivé que 2 fois dans la Ve République, nous avons gagné. Et donc, comme on a gagné le fait que la majorité des présidents et donc des parlementaires se soient prononcés pour dire qu'elle était insincère, du coup, la présidente de l'Assemblée nationale a été obligée de saisir le Conseil constitutionnel et pour l'instant, la loi d'orientation agricole a été enlevée de l'ordre du jour. On espère que peut-être que ça fera réfléchir le gouvernement sur le fait que cette loi n'est ni fait ni à faire et que nous, on continue à demander ce que nous avions gagné à l'Assemblée la semaine dernière, d'avoir des prix garantis rémunérateurs pour l'ensemble des paysans pour qu'ils puissent vivre de leur travail. Et c'est ce qu'on souhaite pour tous les travailleurs de ce pays. Donc ça, c'est la première victoire qu'on a obtenue, qui est une victoire rare, qui paraît technique, mais qui est une victoire qui permet de faire un peu respecter le Parlement dans ce pays et la démocratie. Deuxième victoire qu'on a obtenue mercredi en commission des affaires européennes, c'est l'adoption à l'unanimité, sauf le Rassemblement national qui très hypocritement n'a pas pris part au vote pour ne pas montrer qu'ils étaient opposés à cela et que tous leurs alliés européens s'attaquent aux droits des femmes en Europe.
Eh bien, c'est une résolution pour demander à la France qu'elle s'engage pour que le droit à l'avortement soit reconnu dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est en fait la suite de la bataille qu'on a faite sur l'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution, qui permettrait ensuite que ça soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux et que la France s'engage diplomatiquement sur cette question. Et puis, c'est un signal important, d'autant qu'en Pologne, ce jeudi, sont examinées différentes lois sur l'avortement, et notamment avec des attaques de l'extrême droite très fortes qui cherchent encore à réduire le droit à l'avortement, alors que 6 femmes sont déjà mortes en Pologne du fait de la quasi-interdiction de l'avortement. Donc c'est une victoire importante pour nous qui continue et qui montre qu'on continue le combat. Et je vous invite toutes et tous à aller voir la campagne Ma Voix, Mon Choix, qui est une campagne pour lancer une initiative citoyenne européenne. À ce moment-là, il faudrait récupérer 1 million de signatures pour faire en sorte que l'Union européenne garantisse un accès sûr et gratuit à l'avortement à toutes les femmes. En gros, nous, on se bat pour que ça soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais il faut l'unanimité des États. Donc, c'est bien de pousser la position des États les uns après les autres, mais en attendant, pour les Polonaises, pour les Hongroises, à qui on oblige à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter, pour les Italiennes, où la clause de conscience est invoquée par, dans certaines régions, 90% des médecins, donc il n'y a pas d'accès à l'IVG, eh bien, ça permet de faire en sorte qu'en quelque sorte, soit financé le fait que les femmes puissent partir à l'étranger pour pouvoir avorter. Donc c'est une campagne qui est très importante et dont on entendra beaucoup parler dans les mois prochains. En tout cas, ça c'est une autre victoire qu'on a eue cette semaine et on en est très fiers. Ensuite, troisième victoire cette semaine à l'Assemblée, Caroline Fiat a été élue rapporteure sur la loi de fin de vie. Vous savez, la loi fin de vie va arriver d'ici mai-juin à l'Assemblée nationale et elle va permettre de conquérir un nouveau droit qui est un droit majoritairement et très massivement demandé dans le peuple français, c'est-à-dire le droit de pouvoir être maître de sa personne jusqu'à la fin, y compris de pouvoir choisir quand est-ce qu'on éteint la lumière. Eh bien, Caroline Fiat, qui avait porté la première loi pour nous en 2018 dans notre niche parlementaire sur la question de la fin de vie et du droit à l'euthanasie, eh bien, Caroline Fiat, qui est aide-soignante, a travaillé dans des services de soins palliatifs, bref, s'est beaucoup engagée depuis 7 ans sur cette question, a été élue rapporteure de cette loi. Donc là aussi, c'est une belle victoire pour nous et surtout, ça nous permettra, là aussi, je l'espère, d'essayer d'améliorer le texte qui sera proposé par le gouvernement. Et c'est aussi une reconnaissance du combat insoumis depuis des années et des années. Jean-Luc Mélenchon le porte depuis sa première élection présidentielle, l'avait porté au Sénat à l'époque où il était sénateur. Bref, c'est un long combat que nous continuons et qui va avoir un premier aboutissement début juin. Et puis enfin, dernière victoire dont je voulais vous parler qui me semble très importante, c'est celle qu'a obtenue Louis Boyard, puisque Louis Boyard avait lancé l'alerte et a posé une question au gouvernement sur le fait que les lycéens professionnels ne touchent pas, depuis 7 mois, des milliers d'entre eux ne touchent pas leur rémunération pour les stages. Bon, en gros, je vous explique, nous, on n'est pas d'accord avec le fait que on oblige des lycéens à chercher des stages tout seuls qui, à la fin, bien souvent, parce que tout le monde n'a pas les réseaux de Stanislas, par exemple, eh bien souvent, on se retrouve à faire des stages dans des entreprises qui n'ont pas grand-chose à voir avec les études et les qualifications qu'ils sont en train d'apprendre. En plus de ça, c'est l'État qui paye les stages plutôt que les entreprises. Donc là aussi, vous avez un patronat qui ne paye rien et avec parfois des stagiaires qui sont payés pour travailler entre 1 et 5 euros de l'heure. Donc là aussi, c'est pas un stage, c'est une exploitation qui est faite. Mais en tout cas, il a obtenu que ces milliers de lycéens professionnels qui se retrouvent dans cette situation depuis 7 mois, personne n'accepterait de pas être payé pendant 7 mois, puissent enfin être payés à partir de la semaine prochaine. Donc ça, c'est une belle victoire pour nous, mais surtout, nous, on continue. Alors que les macronistes et l'extrême droite main dans la main continuent de le refuser, nous, on continue à exiger une allocation d'autonomie pour tous les jeunes qui étudient dans ce pays, parce que on parle de la jeunesse ouvrière, on parle de ces techniciens hautement qualifiés qui sont ceux qui sont indispensable à la bifurcation de modèle que doit faire notre pays. Et puis, je le rappelle, les lycéens professionnels, c'est 1 jeune sur 3 dans ce pays qui étudie. Donc, tout le monde s'en fout parce que c'est la jeunesse populaire. Eh bien, nous sommes fiers d'avoir obtenu cette victoire. Une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la manière dont la Macronie continue son autoritarisme avec toutes les personnes qui le combattent. Ça commence par nous, l'opposition, puisque alors que mercredi à Rennes devait avoir lieu une conférence étudiante avec
Jean-Luc Mélenchon et Emma Fourreau, qui est candidate sur la liste des européennes, eh bien, l'université de Rennes a tout bonnement choisi de supprimer et d'annuler cette conférence, alors que la veille à Nantes, il y avait eu plus de 1000 personnes dans 4 amphis différents qui étaient venues écouter la conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Louis Boyard. Là aussi, avec des arguments qui ont été donnés, qui sont des arguments que nous contestons absolument. Là aussi, il y a une volonté de censure de la part de l'université, alors que l'université, c'est justement le lieu de la pensée, de l'émancipation, des pensées contradictoires, des débats, et donc que ça a toute sa place dans une université. Eh bien, la conférence a été annulée, et c'est pas la première fois qu'on annule des conférences de Jean-Luc Mélenchon, notamment. Ça arrive de plus en plus souvent, et ça donne quand même une idée à la fois de l'état de droit dans notre pays et de la possibilité de pouvoir faire une démocratie digne de ce nom lorsque vous empêchez des représentants politiques de parler dans des universités ou d'ailleurs dans diverses villes, comme ça nous est arrivé bien souvent. Et d'ailleurs, ça se voit sur la criminalisation générale, là aussi, des syndicalistes, des militants. Il y a un dirigeant CGT, Kamel Brahmi, à qui je veux apporter tout mon soutien, qui a été arrêté et placé en garde à vue juste pour avoir manifesté contre Emmanuel Macron alors qu'il venait inaugurer une piscine olympique en Seine-Saint-Denis qui coûte 175 millions d'euros. Et de même, 17 militants écologistes ont été arrêtés, placés en garde à vue pendant des heures et des heures par la sous-direction antiterroriste pour avoir juste mené des actions contre Lafarge. Je rappelle qu'en plus d'être une multinationale écocidaire, Lafarge est toujours poursuivie, c'est eux auxquels devrait s'intéresser la direction antiterroriste, est toujours poursuivie pour financement de terrorisme de Daesh et complicité avec des crimes contre l'humanité. Donc ceux qu'on doit défendre et qui militent pour l'intérêt général, c'est ces militants qui rappellent qu'il faut arrêter avec les voleurs d'avenir que sont notamment Lafarge si on veut avoir et garder un écosystème compatible avec la vie humaine. Donc voilà, on continue à faire savoir à la fois qu'il y a le vote le 9 juin, qu'on peut s'inscrire sur les listes électorales, ce que nous sommes le seul mouvement à faire jusqu'au 3 mai, et le 1er mai qui va arriver bientôt, qui est une journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs, moment où on défile justement pour les droits des travailleurs. Ça va être particulièrement important cette année, vu l'avalanche d'attaques qui sont faites sur les travailleuses et les travailleurs. Et ben, je vous invite à aller voir un film qui est absolument magnifique, qui sort donc le 1er mai, qui s'appelle Les Petites Mains, qui est un film qui a été fait par Nessim Chikaoui, et qui parle de ces femmes de chambre dans des hôtels. Alors c'est un film, c'est une fiction. Ça s'inspire évidemment aussi des luttes qui ont été menées, notamment de celles qui avaient été menées par Rachel Keke et les femmes de chambre à l'hôtel Ibis Batignolles, avec 22 mois de grève victorieuse pour Rachel Keke et ses femmes de chambre. On est très fiers que Rachel Keke soit devenue députée. Et moi, je l'ai vu ce film parce que Rachel Keke a organisé une projection à l'Assemblée nationale, et donc c'est un film qui, par une fiction, raconte le quotidien de ces femmes de chambre dans des hôtels de luxe et le mouvement social qu'elles entament. Et vous verrez, c'est un film qui est à la fois très émouvant, qui est aussi très drôle, qui porte voilà, une forme de tendresse et qui montre que quand on est unis, eh bien on arrive à abattre tous les murs, même les plus hauts. Donc voilà, pour ce jour du 1er mai, c'est un film sur la dignité et les droits des travailleuses notamment, et qui montre que la lutte paye toujours. Courage les amis, le printemps arrive. Belle semaine!